Salut Mesmer! Comment ça va? Ben écoute, ça va très bien. Quel plaisir de t'avoir dans Clic à la maison. Comment Mais vas-tu? merci, merci, ça va très bien. Et t'as une belle prémisse, hein? Beau début d'émission en disant croyance, science. Je suis confronté à ça depuis que je suis tout jeune, hein, depuis que j'ai 7 ans que je pratique l'hypnose. Et à chaque jour, les gens viennent me voir en disant j'y crois pas, ou ceux qui y croient, ceux Ouais. qui l'ont vécu. Alors, il y a toujours ce débat-là qui existe et je pense qu'il va exister pendant encore plusieurs centaines d'années. Parce que tant qu'on l'a pas vécu nous-mêmes, on peut douter, mais les preuves sont là, hein, ça marche, c'est vraiment vrai. Et ce que je fais sur scène, ben, c'est réel, hein, c'est des gens du public qui décident de Hmm. monter sur scène. Et je réponds souvent à ça. Je dis aux gens, écoutez, si j'avais organisé tout ça là, toute ma vie, là, imaginez le nombre de personnes que j'aurais dû payer qui pourraient me faire du chantage aujourd'hui. Tous les acteurs, les artistes avec qui j'ai travaillé pourraient me dire, écoute, Mesmer, si tu me donnes pas 100 000 balles, moi je balance tout dans les médias. Ils pourraient me tenir comme ça. Non, alors c'est impossible d'avoir organisé tout ça. Là. Toi, Mesmer, tu as fait beaucoup de shows. Moi, j'ai été te voir hein, en France, au théâtre Ouais, Bobino, il y a quelques années. ouais. Est-ce que tu sais à peu près, en tout, combien de personnes t'as hypnotisé sur scène déjà? On a fait un estimatif, là, mais au total, en moyenne, ben, comme je vous dis, c'est un chiffre qui est comme un peu calculé avec la moyenne de personnes hypnotisées par show et tout ça depuis le nombre d'années que je Mhm. fais. Alors, on est autour de Bien sûr. 175 000 personnes qui auraient vécu l'expérience sur scène avec moi. Ça, c'est sans compter ceux qui le vivent dans les salles de spectacle quand je fais le numéro final où j'hypnotise toute la salle et là, on se retrouve avec 300, 400, 500 personnes qui vivent l'hypnose à chaque soir. Eux-là sont pas comptabilisés. Mais moi, je parle des gens qui sont montés sur scène et qui vivent l'expérience avec moi sur scène. On estime autour de 175 000 personnes qui auraient vécu l'expérience. Alors, c'est pour ça que le show cartonne, c'est parce que ceux qui le vivent en parlent et la famille de ces personnes-là en parle aussi parce qu'ils disent, écoute, c'est vrai, j'ai vu Monique qui montait sur scène, j'ai vu Jean-Louis qui faisait des trucs sur scène, alors oui, j'y crois. Alors, ces gens-là reviennent voir le show avec des amis, puis ils se disent, écoute, Hmm. essaie-le, tu vas être convaincu. Et mais le show est drôle en passant, alors aussi, ça, c'est un bon succès pour ça. C'est vrai que en fait, le problème de l'hypnose, moi, pour m'être intéressé un peu à la question, c'est que ça marche presque trop bien. C'est-à-dire que ça marche tellement bien qu'il y a parfois on se dit non mais ça c'est pas possible. Et Ouais. pourtant tu le dis très bien. C'est-à-dire que la meilleure réponse, c'est vrai que quand on voit ça à la télévision, on peut comprendre que les gens doutent parce qu'Ahà la oui, télévision on sait qu'on peut faire un peu n'importe quoi. Enfin bon, ouais. mais c'est vrai que la réponse que tu fais c'est la meilleure. C'est-à-dire que des centaines de, enfin plus d'une centaine de milliers de personnes hypnotisées sur scène en 30 ans de carrière. Si c'était faux, quelqu'un aurait parlé, quelqu'un l'aurait dit. Exactement. Et ce qui est bien dans tout ça, c'est que ben, soir après soir, on a la chance parce que si c'était seulement que le show de la télé, tu peux douter. Mais quand je fais des shows en tournée où le public a la chance de vivre l'expérience sur scène, alors là, ça donne une crédibilité incroyable à tout ce qui se passe parce que les gens le vivent réellement. Euh, alors, une cinquantaine de personnes par soir qui ont la chance d'être sur scène et qui le vivent. Et ça me donne pour moi un bouche-à-oreille très, très fort. Et c'est ce qui fait que ça continue d'avancer. Puis que tant qu'il va y avoir des sceptiques, honnêtement, je vais être là. Parce que c'est comme la magie, hein, quand tu connais la technique ou le tour de magie, c'est moins intéressant. Mais quand tu fais de l'hypnose de spectacle, il n'y a pas de tour de magie. C'est vraiment du live et c'est réel. Et moi, je dois jongler avec tout ce qui se passe sur scène. C'est ce qui fait que le show cartonne et que moi-même, je suis surpris. C'est la surprise qui fait rire les gens. Et moi, je suis surpris soir après soir avec la puissance du subconscient des gens qui vivent l'expérience sur scène. L'imaginaire qu'on va retrouver dans un état d'hypnose, c'est très poussé. Et moi, ça me surprend soir après soir de toujours un ou deux ou trois candidats sur scène, volontaires sur scène qui me surprennent. Et c'est ce qui fait que, malgré toutes ces années, je ris encore moi-même soir après soir de tout ce qui se passe sur scène. Hmm. Il y a beaucoup de questions déjà que les gens posent. Il y a une question qui revient beaucoup, c'est il faut être réceptif. Et ça, tu le dis, tu fais des tests de réceptivité, tu dis il y a des bons sujets et des moins bons sujets. Est-ce Ouais. que tu sais ce qui fait que avec certains ça marche bien, avec d'autres ça marche moins bien? C'est le temps. Le temps va varier d'une personne à l'autre. Il faut trouver la bonne technique pour la personne qui est là devant moi. Et dans un show où on a 3, 4 ou 5 000 personnes, j'y vais de façon générale avec les techniques que j'ai inventées avec les années, une recette, on pourrait dire gagnante, que je me dis, bon, ben, si je fais ça, je vais aller chercher au moins 10 à 15 des gens réceptifs rapidement, à l'hypnose rapide plutôt. Parce que l'hypnose flash, on appelle ça comme ça, l'hypnose où ils vont tomber en 2 secondes, c'est pas tout le monde qui est sensible à ce genre d'hypnose-là. Alors, j'ai développé des techniques pour trouver dans une foule ces personnes qui sont réceptives rapidement à l'hypnose
flash. Et une fois que je les ai trouvés, mais je travaille avec eux. Mais dans le spectacle, je fais 2 ou 3 tests différents. Un au début de la première partie. Après l'entracte, je fais un second test. Et à la toute fin du show, je fais un test avec tout le monde en même temps assis à leur place. Et c'est ce qui fait que je vais aller chercher 3 groupes de personnes différents pendant la soirée. Et plus la soirée avance, plus les gens s'ouvrent à ça. Et la confiance s'installe. Ils s'aperçoivent que ce que je fais sur scène, bon, on s'amuse, on est là pour avoir du plaisir, on découvre des sens, par exemple, avec hypersensoriel. Alors, les gens font baisser les barrières graduellement. Et après l'entracte, il y en a beaucoup plus de réceptifs parce qu'il y a comme une chimie, une complicité qui se crée. Et à la toute fin du show, mais là, je vois qu'on a 500-600 personnes réceptives. On se connecte comme ça. On crée cette connexion de vouloir... Il y a des gens... Il y a des gens là dans le chat qui demandent, les gens, ceux qui sont réceptifs à l'hypnose rapide, est-ce que c'est des faibles d'esprit ou des personnes influençables? Tu dirais ça ou pas? Non, pas du tout. Ben, non, pas du tout, parce que quand je dis hypnose rapide, c'est qu'on crée une connexion. En tout cas, dans ma façon, dans mes techniques à moi, je crée une connexion avec cette personne-là. D'ailleurs, la science a prouvé qu'on peut se connecter en tant qu'être humain. Il y a une connexion qui s'établit avec les casques à IRM et tout ça. On a pu voir que cette connexion est là. Je vulgarise beaucoup en disant c'est comme un Bluetooth. Si nous sommes sur la même fréquence, on se connecte et là, le cerveau peut interagir facilement avec l'autre. Il y a ça. Il y a aussi cette capacité chez la personne qui vit l'hypnose rapide, une capacité de pouvoir faire abstraction de tout rapidement. Alors, c'est souvent des personnes qui vont avoir une force d'esprit justement pour arriver dans une situation quelconque, de pouvoir s'en sortir comme ça, sur un claquement de doigts, dire OK, moi je change d'attitude, il y a quelque chose qui me plaît pas, maintenant je vois ça de façon différente et je suis heureux dans cette situation-là. Alors, c'est une force. Moi, je pense que c'est une force en soi de pouvoir être capable de travailler sur notre subconscient rapidement comme ça. Il y a une image que tu emploies souvent, que moi je t'ai entendu souvent employer. Tu parles de ton magnétisme. Tu dis, je cherche des gens qui sont sensibles à mon magnétisme. Ouais. Et moi, c'est un mot qui m'a toujours intrigué. Je me demandais, quand tu dis ça, est-ce que il faut le prendre au sens littéral? Est-ce qu'il y a une forme d'énergie? Ou est-ce que c'est plus métaphorique? Est-ce que c'est une manière de communiquer? Je pense que c'est un peu des deux, parce que le mot magnétisme, les gens sont habitués à ça depuis 1740, où Franz Anton Mesmer avait étudié le phénomène. Il avait donné le nom de magnétisme animal à l'époque. Alors, c'est resté dans l'inconscient collectif de tout le monde. Alors, quand je dis magnétisme ou quand je dis aux gens dormez, c'est une image parce que ils ne dorment pas. Les gens ne dorment pas, en fait. Non, ils sont dans un état de conscience modifié. Mais pour une image mentale, pour que les gens comprennent bien ce que j'attends d'eux, il faut vraiment le dire. Bon, avec le temps, le discours va changer et tout ça. Mais magnétisme aussi, on cherche des mots pour pouvoir exprimer ce que c'est parce que on parlait de connectivité entre deux personnes, et moi j'ai vulgarisé en disant Bluetooth, mais on va trouver un bon mot éventuellement qui va dire, OK, le magnétisme qu'on parlait à l'époque, c'est maintenant le Bluetooth 3.0. Je dis n'importe quoi, des conneries, mais on va essayer de trouver quelque chose qui va l'exprimer. Mais je crois que nous émanons cette forme d'énergie et je crois qu'on est tous en mesure de la recevoir aussi des autres. Alors, cette interaction entre l'être humain est là. Avec les outils qu'on a aujourd'hui, on commence à comprendre un peu mieux comment ça se véhicule, cette énergie d'une personne à l'autre. Et écoute, et moi sur scène, je le vois soir après soir. Écoute, c'est tellement puissant qu'on parle de télépathie. À l'époque, on parlait de télépathie, tout ça, on en parle encore aujourd'hui. Mais de le prouver, c'est difficile. Mais moi, sur scène, quand cette personne est sous hypnose, plusieurs personnes sous hypnose, et que je commence à penser à un numéro, par exemple, OK, lui, je vais lui faire ça. Écoute, ça arrive des fois que la personne commence à le faire avant même que je l'ai verbalisé ou que j'ai montré une suggestion de façon directe quelconque. J'y pense et ça se fait. Alors ça me surprend chaque soir. Je me dis, écoute, il y a encore des zones inexplorées qu'on n'a pas appris à comprendre et à contrôler au maximum. Mais moi, je travaille là-dedans soir après soir. C'est un laboratoire pour moi. Alors, j'ai la chance de pouvoir essayer des trucs et d'essayer toutes sortes de choses et ça m'aide à comprendre un peu mieux moi aussi comment ça évolue. Il y a une question qui est revenue à plusieurs reprises parce que je pense que les gens en fait quand on parle d'hypnose sont à la fois fascinés et en même temps un peu inquiets. Et il y a plusieurs personnes qui ont demandé est-ce que sur scène tu as déjà eu des gens qui ont mal réagi? Est-ce qu'il y a déjà eu des soucis dans tes shows?
Oui, ça a déjà eu des soucis. C'est pour ça qu'on fait les recommandations nécessaires avant le spectacle. Alors, les gens qui prennent des antidépresseurs, des médicaments puissants, des médicaments qui créent l'endormissement, là, par exemple, ou qui sont déjà en dépression, ou qui ont des problèmes physiques, ou des femmes enceintes. Pour les problèmes physiques, mais c'est évident, c'est que sur scène, je les fais bouger, je les fais danser. Alors, je voudrais pas qu'une femme enceinte tombe et que crée un malaise ou ça soit dangereux pour le bébé. Mais pour les médicaments, tout ça, c'est pour éviter que la personne rentre dans un état second trop profond. Parce qu'un médicament qui crée déjà l'endormissement et que moi, je mets une louche en disant, vous dormez, vous êtes dans un état second. Quand je vais allumer pour la réveiller, cette personne-là, le médicament la stabilise et l'empêche de remonter rapidement vers la conscience. Et là, je dois justement travailler ou me servir de mes techniques pour l'aider à remonter vers la conscience par elle-même. Parce que l'hypnose en soi, là, tu peux pas rester accroché à l'hypnose. Tu peux pas rester dans cet état-là à vie. Hein. Même si j'hypnotise 50 personnes et que j'y vais au maximum, là, si je décède sur scène. Okay? Les gens vont tous se réveiller. Hein. Ils vont s'éveiller dans les 5, 10, 15 prochaines minutes. Ils vont comprendre que la stimulation hypnotique n'est plus là. Ils vont comprendre qu'il se passe quelque chose. Ils vont remonter au conscient. Ou si vous avez vraiment besoin de dormir, vous allez dormir une nuit complète et vous allez vous éveiller de façon naturelle parce que le sommeil hypnotique se transforme en sommeil naturel. Et la personne s'éveille toujours. Alors, c'est des gens qui réagissent mal sur scène, ce n'est pas dû à l'hypnose, c'est dû à ce qu'ils vivent dans leur vie en général, des dépressions, des séparations, il y en a qui vivent mal. Alors sur scène, quand ils hypnotisent, tous les barrières qui se montrent, eux, dans la société, ah non, il faut pas que je montre que je suis faible parce que je me suis séparé, je vais pas montrer mes émotions, mais sous hypnose, ça tombe tout ça. Et là, on peut voir des gens qui repensent à leur séparation, par exemple un décès de quelqu'un, et là, les émotions remontent. Mais c'est pas l'hypnose qui est problématique. Par contre, ça m'est déjà arrivé d'aider une personne qui vivait des émotions sur scène tellement fortes qu'elle ne savait pas qu'elle était atteinte de psychose, par exemple, et on l'a aidée, on l'a référée à des bons endroits, et ils se sont aperçus que cette personne-là était en dépression, qu'elle faisait des psychoses sans même le savoir. Alors, l'hypnose peut être un élément déclencheur qui démontre et qui nous donne un indice que cette personne pourrait être soignée par la suite par un professionnel de la santé. C'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis là. Moi, j'en avais parlé avec une psychiatre et quand on parlait d'hypnose, elle m'avait dit, mais en fait, on parle souvent du conscient et de l'inconscient, mais elle me disait, entre les deux, il y a quelque chose qu'on appelle le préconscient. Et le préconscient, c'est tout ce dont tu viens de parler, c'est ce réservoir d'émotions qu'on a, mais qu'on veut pas ressentir, donc qu'on refoule. Ouais. C'est ces choses qu'on sait, mais qu'on n'a pas envie, auxquelles on n'a pas envie de se confronter, donc on les refoule aussi. Et ça, c'est pas vraiment dans notre inconscient, mais on veut pas non plus que ça émerge au conscient. Et donc, elle appelait ça le préconscient. Et elle me disait, l'utilité de l'hypnose, en tout cas pour un psychiatre ou un psychologue, c'est justement d'affaiblir la barrière entre le conscient et le préconscient et de faire remonter tout ça. Ouais. Et c'est vrai que on imagine bien que si ça t'arrive sur scène, ça peut donner des réactions qui sont impressionnantes, mais c'est pas du fait de l'hypnose, du coup, c'est ce que tu dis. Ouais, c'est ça. C'est pas le fait à l'hypnose, c'est que c'est de faire en sorte que la personne se sent libérée d'elle-même. Elle a peut-être une envie folle d'en parler, mais elle ne sait pas comment faire. Alors, inconsciemment, en état d'hypnose, elle se donne la permission, ou elle pense que moi, je lui donne la permission de pouvoir se lâcher comme ça et de vivre ces émotions-là. Alors, c'est quand même, c'est du cas par cas. Hein. On peut pas faire de diagnostic pour tout le monde, mais c'est du cas par cas. Il y en a pour qui ils vont se sentir tellement bien que là, maintenant, ils vont tout lâcher. J'ai eu sur scène un mec qui a vraiment avoué devant tout le public qu'il était gay. Un soir, il a fait son coming out sur scène à l'Olympia de Paris. Je m'en souviens très bien. Mais il n'avait jamais parlé de ça à sa famille, ses amis, rien. Mais sur scène, il avait avoué. Comme ça, dans un numéro où il devait faire mettre de la crème ou de l'huile à bronzage sur le dos d'une personne et que sa nana arrivait et tout ça. Ben non, moi, j'ai pas de nana. C'est un mec que j'ai... il avait annoncé à tout le monde, là. Et il m'avait remercié par la suite. Il m'a dit, écoute, grâce à ça, grâce à l'hypnose, ça m'a permis de trouver le bon moment pour le dire. Alors, lui, il s'est servi de ça pour pouvoir s'en libérer. C'est comme si je lui donnais la permission de dire ce qu'il avait envie de dire. Alors, oui, c'est quand même bénéfique tout ça. Il y a une question que je me suis posée moi en allant te voir, c'est on voit bien que les gens qui ressortent de scène, moi j'avais été parler à un ou deux après, et alors d'un côté ils étaient plutôt contents, ils avaient vraiment vécu une expérience qui les avait vraiment interloqués, ils sortaient de là à moitié émerveillés, à moitié intéressés, mais il y en a une partie qui sortait, ils étaient un peu dans les vapes, quoi, ils étaient un peu dans les choux. Ouais. Et comme quand on se réveille d'une grosse sieste, quoi. Ouais. Et je me disais, alors là en l'occurrence c'était à Paris, donc les gens viennent plutôt en transport. T'as jamais eu peur que par exemple quelqu'un sorte de ta scène, soit encore un peu dans les choux et prenne sa voiture derrière?
Notre instinct, notre cerveau, notre inconscient nous protège de nous-mêmes et de l'environnement. Alors, même si vous sortez du spectacle avec un peu cet effet d'engourdissement, et ça, c'est pas pour tout le monde, c'est chez certaines personnes, par exemple, qui ont besoin de dormir, qui aiment dormir ou qui font de l'insomnie depuis des jours et même des mois, qui, là, eux, trouvent enfin cette zone dans le cerveau où ils se sentent bien, et le cerveau, quand tu remontes au conscient, leur dit, non, non, reste là, je suis bien. Parce que dans un état d'hypnose, on récupère environ, là, en moyenne, 3 heures de sommeil avec un 15 minutes d'hypnose. Alors, quand cette personne qui souffre d'insomnie vit l'hypnose et tente de remonter à la conscience, son subconscient lui dit, non, reste là, t'es bien, tu récupères du sommeil. Alors, après le spectacle, ils peuvent se sentir un peu comme ça, mais s'il y avait un danger quelconque, l'adrénaline va reprendre le dessus, ils vont remonter à la conscience, ils vont se protéger de tout ce qui pourrait arriver autour. Honnêtement, une chance que c'est comme ça. Hein. Mais ça m'est arrivé dans des rares cas où des gens, après le spectacle, restent endormis dans la salle. Et bon, ça crée un show aussi en même temps parce que tout le monde dit hey, lui, il dort encore et ils sont mis à deux pour le réveiller. Là. Mais ça dit en passant, ceux qui ont vu ça, là, ils se réveillent tous. Ça prend des fois 5 minutes, 10 minutes. Après, on parle avec eux puis on s'aperçoit que ces gens-là avaient des difficultés dans la vie, qu'il y avait des carences au niveau affectif ou les médications ou de l'alcool ou drogue. Alors, quand on parle avec eux, ben, on s'aperçoit que c'est pas l'hypnose, hein, c'est vraiment tout ce qu'il y a autour qui les empêche de remonter rapidement vers la conscience. Mais en sortant du show, là, quand ils arrivent dehors, ils prennent une bonne bouffée d'air et je vous le dis, tout redevient normal. Et les gens leur parlent et tout va bien par la suite. Alors Mesmer, moi il y a une question qui me passionne, moi c'est la question de la communication, notamment dans la pub et dans la politique. Et toi tu travailles sur l'hypnose et c'est une question que je me suis déjà posée et qu'on m'a beaucoup posée. Est-ce que la publicité peut nous hypnotiser? Est-ce que les hommes politiques peuvent nous hypnotiser? Est-ce que ça a un sens est-ce qu'on peut faire le lien entre les techniques hypnotiques et les techniques politiques ou les techniques du marketing? Ben, l'hypnotisme de spectacle, c'est sûr que c'est différent de l'hypnose, on pourrait dire politique ou marketing et tout ça. Mais oui, tout bon vendeur a suivi une formation de vente. Comment réussir à amener ton client à dire oui? Comment faire un système d'entonnoir qui fait en sorte qu'au final, il se rend compte de dire non, le mec, là, parce que d'après les questions que tu lui poses, au final, tu le fais décider, tu l'emmènes à décider vers où tu veux aller. Ça, c'est des techniques, on pourrait dire, d'influence, ce n'est pas d'hypnose. La PNL, la programmation neurolinguistique, la façon de bouger, la façon de parler, la façon d'agir en public ou pour un homme politique, c'est quand même très important. Et je pense que la plupart d'entre eux ont eu des cours là-dessus pour savoir comment parler, comment regarder, appuyer de son mouvement par le geste dans la parole que tu fais. Alors, ton corps parle. Les gens, éventuellement, n'écoutent plus le discours politique. Alors, un discours politique, après quelques minutes, les gens, l'esprit est parti ailleurs. Mais par contre, ton geste reste. Et en ayant ton geste qui est là avec le discours politique, ben, certains mots vont rentrer au moment où ils ont besoin de le faire rentrer. Et c'est ce qui fait que ça va être un bon narrateur, que les gens vont retenir l'information que l'homme politique essaie d'envoyer. Et un bon homme politique va être capable de faire ça, d'appuyer par les gestes la parole pour que le subconscient comprenne très bien. Moi, en fait ce que tu décris, ça fait écho à quelque chose sur lequel moi je travaille aussi en rhétorique. Hein, c'est ce qu'on appelle la prosodie, notamment. La prosodie, c'est la musique de la voix quand on parle, et c'est vrai que c'est très important quand on fait des discours. Et toi, c'est vrai que c'est ce que je disais en t'introduisant, mais pour moi, au-delà de la technique, je trouve que tu es un hypnotiste extrêmement élégant, et notamment dans ta manière de parler, de t'exprimer, notamment dans la musique de ta voix. Tu l'as travaillé, ça? Ben oui, tu parles de musique, hein. Il faut avoir du rythme. Tout bon comédien sur scène, humoriste, le savent. Si tu veux capter ton public, sans chanter, il faut que tu chantes. Alors, la façon que tu parles, c'est un chant, c'est rythmé, c'est punché au bon moment. Et la suggestion hypnotique, c'est la même chose. C'est la façon de parler, le punch est là. Et je regarde des jeunes hypnotiseurs qui commencent aujourd'hui. C'est un conseil que je pourrais leur donner. Apprenez à chanter dans votre tête quand vous parlez. C'est un rythme qui est là. Et il y en a qui mettent trop de mots dans une suggestion. Le subconscient perd les mots. Ils ne comprennent plus vers où vous voulez aller. Alors, il faut savoir synthétiser tout ça, mettre ça au plus simple possible dans les mots où la personne est capable de te comprendre. Et ça, c'est dans les livres que j'ai depuis les années 1800 quelque chose que mon grand-père avait. Là. Si tu veux hypnotiser un enfant, il faut que tu saches parler à l'enfant. Si tu veux hypnotiser un homme, un médecin,
Il faut que tu emploies des termes un peu plus scientifiques qui vont le stimuler, qui vont l'accrocher, qui va reconnaître. Alors, il faut savoir parler de la façon faut que tu parles de la même façon que la personne avec qui tu t'adresses. Alors, si tu t'adresses à quelqu'un faut que tu t'adresses et il faut que tu parles de la même façon que lui. Tu sais. Mais c'est très intéressant parce que c'est là qu'on voit vraiment le parallèle qu'il y a entre l'hypnose et puis la rhétorique, la communication, parce qu'en fait là les conseils que tu donnes, moi c'est moi aussi les conseils que je donne à mes étudiants en rhétorique où je leur dis il faut adapter sa manière de parler, les images, le niveau de langue aux gens qu'on a en face de soi. C'est vraiment la règle numéro une. C'est la règle numéro une et moi je m'en sers sur scène, mais 4, 5 ou 5 000 personnes dans mes spectacles. Alors, c'est sûr que j'y vais de façon générale. Et moi, Bien sûr. dans cette façon générale, mais je pense que j'ai un discours que tout le monde peut reconnaître. Mm. Ça arrive dans des endroits où je dois m'adapter, changer un peu mon discours, changer peut-être. Et ça, c'est du cas par cas, c'est du soir par soir. Parce que quand j'arrive dans une salle, avant le spectacle, je scrute, je regarde le public et je vois comment ils agissent. Et dès que j'arrive sur scène, dans mon ouverture, dans mon laïus d'intro, je le sens si je dois accélérer le rythme, si je dois le ralentir ou si je dois justement couper tout ça, recommencer avec autre chose pour aller les chercher. Parce que des soirs, le public sont vraiment déjà endormis avant que le show commence. Il y a des soirs qui sont déjà en feu, qui veulent participer, puis il y a des soirs qui sont là, on est dimanche après-midi, et t'as la grand-maman qui vient avec le petit, qui dit, garde, on va aller voir le magicien. Mais je suis pas un magicien, je suis un hypnotiseur. Mais ils savent pas vraiment qui ils viennent voir, mais on le met à la télé, on va aller voir c'est qui ça, Mesmer. Alors, ils découvrent le spectacle. Mais je dois m'adapter à ce genre de public-là, à ce nouveau public. Et j'ai dû faire ça quand je suis arrivé en France. J'ai dû m'adapter au public français. Très cartésien, très sceptique. Ils ont tout vu. Ils ont vu du théâtre, ils ont vu de la chanson, des humoristes un peu blasés. Qu'est-ce que c'est que ce Mesmer? Disons que ça a été pour moi un exercice assez, on pourrait dire, éducatif. Dans ma technique, la façon dont je parle, la façon dont j'amène la suggestion, quand je les hypnotise, de les faire bouger. Parce que, je vous le dis, là, pour les Français, quand on parlait d'hypnose, il y a de ça en 2011, avant que j'arrive, quand je disais à une personne, vous allez vivre l'expérience de l'hypnose, dans la tête du commun, de la masse populaire, c'était des gens sous hypnose qui agissaient comme un zombie ou qui parlaient comme ça, là. Ah ouais, je vous entends, ouais. Alors, cette image était très présente. Était très présente. Oui. Mais moi, ce que j'ai dû faire, c'est de réussir à casser le rythme en disant non, sous hypnose, on peut bouger, on peut danser, on peut chanter, on peut rire, on peut être en colère, on peut pleurer, mais de façon dynamique. On peut avoir de l'hypnose dynamique, un état hypnotique dynamique. Alors, j'ai dû, par les émissions de télé, par les performances que je fais dans les médias ou du soir par soir, à tous les soirs dans les spectacles, éduquer le subconscient des Français. C'est vrai, mais ça passe comme ça, hein, ça passe par les médias. Et tu parlais d'un peu plus tôt d'une publicité, des discours politiques, mais j'ai fait ça. Moi, j'ai dû montrer à la masse populaire ce que l'hypnose faisait, où on peut aller avec l'hypnose par les émissions de télé. Mais maintenant, j'arrive sur scène et inconsciemment, les gens savent que sur scène, vous allez danser, chanter, rire, applaudir, être fâché et avec des fortes émotions. Alors, le travail que j'ai fait il y a plusieurs années me sert aujourd'hui dans mes spectacles. On est en ce moment, j'imagine que c'est toi là, tu es au Canada, tu es au Québec, j'imagine. Ouais, mais il est 15h31 là, il fait un gros soleil ici, il fait 5 ou 6 degrés là, ouais, je suis confiné à la maison, mais quand même j'ai une grande cour où je peux m'occuper là avec ma fille de 3 ans, on est à l'extérieur, on s'amuse, ma femme qui est là aussi. C'est du temps en famille que j'ai pas souvent le temps de faire et j'en profite au maximum quand même. Alors, c'est ce qui est beau dans ce qui se passe en ce moment. Pour moi. En France aussi, hein, là on est confiné, c'est une période effectivement, comme tu dis, c'est un temps d'arrêt pour une partie d'entre nous, et puis pour d'autres, ça peut être une période un peu stressante, parfois un peu difficile. Toi, est-ce que alors il y a l'hypnose d'un côté, puis il y a aussi l'auto-hypnose. Est-ce que pour vivre bien ou pour vivre mieux le confinement, est-ce qu'il y a un conseil que tu pourrais donner, ou est-ce que c'est un peu compliqué? C'est peut-être compliqué, je sais pas. C'est compliqué, c'est du cas par cas, mais en gros comme ça là, c'est une si vous arrivez à changer votre point de vue, ok, souvent le changement de point de vue va faire en sorte que vous allez passer mieux à travers. Bon, on est tous dans le même bateau, on est tous pris de la même chose. Hein. Il y a des gens qui vont faire une faillite personnelle, il y a des gens qui vont s'en sortir, il y a des gens, en tout cas, on va en sortir grandi, je pense, parce que il faut apprendre à sortir
à voir la façon, la chose, ce qui nous arrive avec un point de vue différent. Essayez de trouver le positif. Des fois, c'est peut-être difficile de trouver le positif dans la situation qui arrive, mais il y a sûrement quelque chose de positif. Si vous n'êtes pas capable d'aller à l'extérieur, allez à l'intérieur de vous. Hein. Essayez de vous trouver, essayez de voir qui vous êtes, essayez de vous réinventer. Je pense que c'est la meilleure façon qu'on peut faire ça, c'est de voir, changer de point de vue. Si ce que vous voyez vous intéresse pas ou que vous vous sentez agressé par ça, mais changer de point de vue, essayez de le voir de façon différente, parce que c'est vous qui avez le choix de le voir de la façon dont vous voulez le voir. Alors, il faut réussir à passer au travers. On n'a pas le choix, il faut le faire. Alors, il faut être résilient, je crois, attendre et patiemment, ça va avancer. Il y en a qui sont atteints par la COVID-19, qui s'en ont sorti. Il y en a qui sont décédés, malheureusement. Vous êtes peut-être dans une situation où votre famille, il y a des gens dans votre famille qui l'ont vécu, qui sont décédés aussi. Alors, mes sympathies, hein, et on pense à vous. Mais je pense qu'il faut être capable de pouvoir changer de point de vue et d'y aller de façon positive. Sinon, vous allez dépérir par vous-même. Alors, il faut se donner un petit coup, je pense, pour réussir à sortir de là. Mesmer, alors bon, pour l'instant, tu es chez toi comme nous tous. Est-ce qu'on pourra te retrouver bientôt sur scène? Je l'espère, honnêtement, je l'espère. On vient d'annoncer que le mois de juin était reporté encore. Là, on a mis les nouvelles dates là, sur mon Instagram, mon Facebook. Là. Une chance, nous sommes très bien placés avec la production. On a eu la chance de pouvoir replacer certaines dates. On a dû faire des annulations dans certains cas, mais en général, on a tous réussi à les repousser dans les peut-être cet automne ou au printemps 2021. Là, on va commencer dès l'hiver 2021. On a des dates de cédulés. Là, sont tous nouvellement affichés. Lorsque j'ai du temps, là, on pourrait faire des émissions de télé, là, par exemple, mais on peut pas se rencontrer. Éventuellement, ça aussi, on est là-dessus. Dès qu'on a le hockey des autorités, on va peut-être commencer à tourner quelques émissions avec des réceptifs et tout ça pour faire des stars sous hypnose, entre autres, ou faire un autre concept d'émission. Alors, on essaie de se réinventer, justement. On est là pour ça, avec mon équipe, à trouver des nouvelles idées. Moi, je plonge au niveau personnel sur un truc qui va arriver dans les prochaines années, peut-être l'enseignement de ce que j'ai appris pendant toutes ces années, faire des séminaires, des week-ends complets où je vais faire la formation, par exemple, sur la sophrologie, apprendre à maîtriser notre subconscient et tout ça. Alors, je planche là-dessus en ce moment. Ça fait longtemps que je veux faire ça. Là, j'ai du temps. Moi, je vois ça comme un signe. Je me dis, bon, ben ça y est, j'ai un signe gros comme ça qui me dit, on peut faire ça maintenant. Alors, je me penche là-dessus, là, éventuellement. On verra ce que ça va donner. Ouais. Bon, bah écoute, on va guetter ton actualité, Mesmer. On espère en tout cas te retrouver très vite, d'abord à la télé donc, et puis peut-être sur scène. Et puis merci beaucoup d'être venu nous voir sur Clic à la maison. C'est un grand plaisir de discuter avec toi, et je pense que ça a éclairé beaucoup de gens sur ce qu'est l'hypnose et comment ça fonctionne. Ouais, ben merci beaucoup. Et pour ceux qui veulent me suivre, là, il y a sur ma page officielle mesmerofficiel.com là. Je pense que les gens, si vous vous inscrivez sur cette page-là, je vais faire des petites vidéos ici et là, qui va expliquer un peu mieux ce que c'est que l'hypnose, et je vais faire peut-être des petites séances là-dessus aussi. Là. Alors, allez voir ça. Ah, super. Ouais. Super. Bah, on attend ça avec impatience. Merci. Merci beaucoup, Mesmer. Merci d'être venu. Et puis à très bientôt. Oui, à plus tard. Merci beaucoup. Bye bye.